Laurent Geoffrin, alors qu'il était à l'époque rédacteur en chef du Nouvel Observateur, avait fait un éditorial d'une extrême dureté au sujet de la loi liberticide de 2004 concoctée par le couple Chirac-Raffarin. Il n'y était pas allé par quatre chemins en écrivant que la France allait se doter d'une loi unique au monde, mise à part dans les pays de dictature. Le sieur Geoffrin, homme de gauche s'il en est, rédacteur en chef du Nouvel Observateur, journal de gauche s'il en est, émettait un avis éclairé et terriblement réaliste. Depuis un demi-siècle, de la redoutable loi Pleven à la dramatique loi Avia, l'étau se resserre inexorablement sur la liberté d'expression qui, au train où vont les choses, aura totalement disparu en France dans les années à venir. L'exemple de la récente condamnation de Renaud Camus à une peine de prison et à une lourde amende révèle à quel point la liberté est menacée dans notre pays. Qu'avait dit Renaud Camus ? Qu'il préférait la guerre à la soumission. La justice a décrété qu'une telle assertion méritait une amende et de la prison. Et en voiture, Simone, roulez jeunesse. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, un certain Chamberlain s'était couché devant un certain Adolf Hitler. Il estimait que la soumission valait mieux que la guerre. Les photos de Chamberlain prises après la capitulation honteuse de Munich montraient à quelle hauteur stratosphérique se situait la stupidité du ministre anglais. Le sourire suffisant qu'il exhibait faisait véritablement pitié. Churchill ne s'y était pas trompé et avait crié à la figure du ministre que, par sa capitulation, il aurait le déshonneur et la guerre. Churchill ne s'était effectivement pas trompé, Chamberlain a eu le déshonneur et la guerre. Renaud Camus refuse ce qu'il estime être la capitulation des élites et leur soumission devant ce qu'il appelle le grand remplacement. Lui dénier le droit de parler librement d'un sujet qui préoccupe les trois quarts des Français est à l'évidence un scandale. Sa condamnation est à l'évidence un scandale. Lorsque la justice condamne de la sorte, cela signifie que l'état d'exception vers lequel nous nous acheminons ne reculera devant rien pour bâillonner la parole libre. Au train à grande vitesse où vont les choses, il n'est pas exclu que les élites politico-médiatiques d'aujourd'hui connaissent un jour prochain et le déshonneur et la guerre. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. À la fin du mois de janvier, nous avons eu le bonheur d'assister au 48e épisode de la série subjugante Nicolas le Retour. La scène se passe à Nice. L'ambiance est électrique, la foule est en extase, les femmes s'évanouissent d'amour, la terre tremble de joie, les poissons de la baie polluée de Nice glougloutent goulûment de contentement. Et Nico proclame vaillamment la phrase clé de son discours, je le cite « Je suis inquiet de voir l'indifférence qui s'installe peu à peu dans la société française et avec elle le relativisme, l'abstention, l'antiparlementarisme et la haine de l'autre. » Et là, mon Nico, je me suis souvenu d'une phrase d'un grand penseur dont j'ai oublié le nom, mais dont je n'ai pas oublié la citation. « La fumée qui enfume l'enfumeur enfumera l'enfumeur enfumé. » La phrase est belle, mais elle n'a en fait aucun sens, comme n'a aucun sens ta martiale déclaration, mon bon Nico. Car enfin, mon Nico, tu as été aux commandes de la France en tant que ministre puis président de la République. Et qu'as-tu fait pour qu'il n'y ait ni relativisme, ni abstention, ni antiparlementarisme, ni haine de l'autre ? Je vais te rafraîchir ta mémoire amnésique en donnant simplement 5 petits exemples de tes monumentales erreurs qui ont puissamment contribué à aggraver le mal que tu décris. Tu as trahi les Français
en annulant un référendum clair par lequel nous refusions l'européisation de la France. Tu as laissé les portes de notre pays ouvertes à une immigration incontrôlée qui s'est traduite pendant ton quinquennat par l'arrivée de plus ou moins 2 millions d'étrangers. Tu as endetté la France de près de 600 milliards d'euros supplémentaires dans la joie, la bonne humeur et l'inconscience la plus totale. Tu as puissamment contribué à laisser l'éducation nationale s'écrouler en n'entreprenant aucune réforme fondamentale permettant de redresser le navire en perdition. Tu as laissé l'insécurité se développer, ce que les Français ont perçu malgré un grossier traficotage des chiffres. Ainsi, par ton action, ou plutôt par ton inaction, par ton manque de volonté, par ton souci de plaire à tous, et notamment à la gauche, tu as indéniablement contribué à développer ce que tu dénonces. Cela dit, tu peux grandir aux yeux des Français. Bien sûr, je ne parle pas de ta taille physique, tu resteras petit, c'est ainsi, tu n'y peux rien. Tu peux donc grandir aux yeux des Français en disant tout simplement « Françaises et Françaises, je n'ai pas été à la hauteur de ma fonction et j'ai déçu beaucoup de vos espoirs. Je vous demande pardon pour mes errements et je m'engage à consacrer la fin de ma vie au redressement de notre pays bien malade. » Et là, mon Nico, tu deviendras grand et tu brilleras comme un astre lumineux dans le firmament. Courage, mon grand, tout n'est pas fichu, il suffit que tu demandes pardon. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Les économistes sont souvent des gens brillants, ils brillent, ils paradent, ils discourent, mais se contentent souvent de briller, de parader, de discourir. Ainsi, leurs brillantes prévisions sont généralement applaudies par des élites qui réfléchissent encore moins qu'eux, et si leurs prévisions sont ultérieurement démenties par les faits, cela n'a aucune importance puisque tout le monde a oublié les prévisions faites. Prenons deux exemples bien symptomatiques de cette situation. Premier exemple, Christine Lagarde, puissante ministre de l'économie et des finances du président Sarkozy. Madame le ministre, entourée d'une constellation de brillants économistes, s'est systématiquement trompée année après année sur ses prévisions de croissance pour l'année suivante. Ces prévisions étaient d'un optimisme béat, la réalité fut d'une médiocrité accablante. Cela n'a jamais empêché nombre de médias de qualifier Christine Lagarde d'économiste chevronnée. Tant pis pour la France, si l'endettement public sous le quinquennat Sarkozy s'est accru du montant extraordinaire de 600 milliards d'euros. Et tant pis pour le monde tout entier si elle est maintenant à la tête de la Banque centrale européenne. Le second exemple concerne Patrick Artus, considéré comme l'un des meilleurs économistes français. L'excellent Artus, polytechnicien de son état tout de même, exerce un double métier, économiste et banquier. Cette confusion des genres pose déjà problème. Patrick Artus, dans ses analyses économiques, va-t-il privilégier la vérité économique ou l'intérêt de sa banque qui le rémunère solidement ? La réponse pourrait être dans la question. Revenons aux analyses économiques de Patrick Artus. Il vient de déclarer qu'investir dans l'or était une stupidité absolue et qu'il avait une haine recuite contre ce métal stupide. Pauvre lingot d'or, se faire insulter comme ça. Là, cher Patrick, ton dérapage est total, non discutable et, pardonne-moi de te le dire, d'une rare stupidité. Car l'or a toujours été et restera toujours une valeur refuge d'exception, même si le banquier que tu es proclame doctement le contraire. Il est vrai que l'or ne rapporte rien aux banques, ceci peut expliquer cela. D'autre part, si l'on regarde les prévisions que tu avais faites en 2006 et 2007, force est de constater que tu n'avais rien vu venir quant à la crise économique mondiale d'une extrême gravité qui s'est déclenchée en 2007 et 2008. Tu as même eu le culot d'affirmer, quand la crise s'est déclenchée, qu'elle n'était absolument pas grave. Cher Patrick,
il te faut certainement acquérir de l'humilité et de la transparence quant à tes prévisions futures. Sans avoir ton génie prophétique, je peux d'ores et déjà indiquer que l'or est un placement remarquable qui continuera son ascension actuelle et qu'une crise économique mondiale majeure couve sous la cendre. Ces prévisions sont gratuites et je t'autorise à les utiliser à bon escient. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Jean-Michel Blanquer, Jean Michou pour les intimes, ministre de l'Éducation de son État, aime à se poser comme le grand restaurateur de l'unité de la nation républicaine par l'enseignement. Derrière le rideau de fumée des déclarations, la réalité du décor est malheureusement nettement moins reluisante. Prenons par exemple sa réforme du bac. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer le gigantesque schmilblick qu'elle avait occasionné pour les pauvres professeurs et les pauvres élèves qui sont bien en peine d'y comprendre quoi que ce soit quand il s'agit de leurs options et de construire leurs emplois du temps. Et quand on en arrive à l'examen lui-même, l'envers du décor devient franchement chaotique. Voyons plutôt. Officiellement, Jean Michou travaille à redorer le blason du bac, les lauriers d'Apollon, la gloire et le savoir. Dans les faits, il est en train de mettre en œuvre 3 bacs pour le prix d'un. 3 bacs à géométrie variable pour une maîtrise des savoirs plus que contestable et une inégalité indéfendable. Le premier baccalauréat, c'est pour le commun des mortels. Ce bac résulte de sa génialissime réforme du lycée, une espèce de chose sans queue ni tête, complètement vidée de sa substance, comportant notamment des épreuves partielles organisées par les établissements, ainsi que la notation d'un contrôle continu par les propres professeurs des élèves, en contrôle continu. En clair, superbe boulevard pour tout bidouillage ou carambouillage. Si j'étais impertinent, et pour paraphraser l'admirable Sully, je dirais que bidouillage et carambouillage sont les 2 mamelles de Michou. Ce n'est pas très poétique, je l'avoue, mais ça parle fort quelque part, je veux dire, comme disent toujours les bobos du Marais. Ce bac va donc se transformer en un diplôme qui ne vaudra plus grand-chose et qui vaudra encore moins que le précédent qui ne valait déjà plus grand-chose. Passons au deuxième bac. Celui-là, c'est pour les pauvres malheureux qui essaient d'échapper à l'emprise du mammouth et qui sont dans les établissements libres, dits aussi hors contrat. Ha ha ha! On va leur faire payer cher leur velléité d'indépendance à ces petits sales gosses, va. Vous allez voir ça. Pour eux, pas de pitié. Uniquement de bonnes vieilles épreuves finales à l'ancienne où l'on est sûr et certain de pouvoir les saquer, ces sales gosses. Il faudrait quand même pas qu'il apparaisse qu'ils sont mieux formés que dans le public. Non mais quand même alors, ça ferait désordre. Nous allons passer maintenant au 3e baccalauréat. Alors celui-là, c'est pour les vénards dûment sélectionnés par le système dans les établissements publics d'excellence à destination de la diversité, entre guillemets, qui n'a rien de divers, mais qui est surtout très immigro-centré. Un bac spécial, adapté aux standards internationaux, qui leur permettra de se présenter ensuite dans de prestigieuses institutions à travers le monde sans avoir à souffrir de la dévalorisation avancée du bac que passeront leurs petits camarades du système général. Inutile de vous dire qu'ils ne seront pas nombreux, ceux qui pourront en profiter, mais ils seront bien mis en valeur et pris en modèle pour prouver l'efficacité du système Blanquer. Avec tout ça, comment qu'on relève le niveau général de l'enseignement en France ? Comment ? Puis-je ? De quoi que vous causez ? Mais enfin, là n'est pas la question, voyons. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.
Dans les années 1950, le Québec pouvait ravir à la France le titre de « fille aînée de l'Église ». Des prêtres et des religieux à la pelle, une population se réunissant tous les soirs pour prier, des médias catholiques en veux-tu, en voilà. La population du Québec était profondément catholique. L'eau du magnifique fleuve Saint-Laurent a coulé sous les ponts. Après une réforme liturgique et un mai 68 turbulent, nos frères québécois vivent aujourd'hui une situation inverse de ce qu'a connu autrefois le Québec. La dernière mesure du gouvernement québécois dit de droite, dit conservateur, illustre parfaitement ce renversement. Celui-ci propose en effet d'abolir le reliquat de religion à l'école en supprimant les cours de culture religieuse. Petit retour en arrière. Jusqu'en 2007, les élèves pouvaient choisir entre un cours de religion et un cours de morale. À partir de 2007, le choix n'est plus possible. Il sera désormais délivré dans toutes les écoles un cours d'éthique et culture religieuse. Désormais vidé de toute substance réellement religieuse, ce cours d'éthique et de culture religieuse aborde des valeurs humanistes générales, communes à toutes les religions. Mais pour l'opposition gauchiste québécoise, c'était encore beaucoup trop. Il fallait éradiquer définitivement toute racine religieuse dans l'enseignement dispensé par les écoles. Il n'y a donc plus de cours à consonance religieuse dans le système scolaire québécois. En revanche, le gouvernement affiche une ferme résolution. Il faut combattre les stéréotypes du genre et promouvoir l'éducation sexuelle, l'éco-citoyenneté, toutes ces inventions formidables de la modernité. On peut imaginer une icône de Sainte Greta accrochée à côté du tableau noir ou des processions avec pancartes pour le climat. Avec une petite incantation à la démocratie en début du cours. Alors, bientôt un Québec sans religion du tout ? Non, bien sûr. Le Québec va se prosterner devant la religion du néant. À l'évidence, le culte du néant, devenu la nouvelle religion des temps modernes, a de beaux jours devant lui, notamment dans cette si belle province du Québec. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.